Et Napoléon, pour les Anglais, était toujours l'homme qui risquait de s'en aller, de s'évader de cette île. Et c'était pas impossible d'ailleurs qu'il s'évade. Mais Sainte-Hélène, c'est un coin perdu. Et au point de vue climat, moi je me souviens que j'ai donc logé dans la maison de l'empereur, et le matin, c'est un temps de chien, il y avait un espèce de brouillard, un crachin breton, c'est affreux comme genre de choses. Et j'ai fait le tour des limites, parce qu'il y avait 2 limites qu'il avait le droit de faire sans être vu par les Anglais. J'ai fait le tour des limites, en même temps j'ai mis 1h30 pour faire le tour des limites. Et puis je suis réfugié, trempé d'ailleurs dans ma chambre, et tout d'un coup les gens de la Jeanne sont arrivés. En bas, il faisait un temps merveilleux. Il y a 2 climats à Sainte-Hélène. Mais au milieu de l'île, il y a le Barn. Oui. Le Barn qui est donc le pic de Diane en même temps. Et le pic de Diane coupe l'île en 2. Alors, une île isolée, mais une solitude pour Napoléon qui s'est aggravée avec le temps parce que petit à petit, tous ceux qui sont là auprès de lui, à 2 exceptions près, vont le quitter. Il va y avoir Lascaz, qui partira avec les matériaux pour écrire le fameux mémorial. Lascaz n'est venu que pour faire le mémorial. Ouais, c'est ça. Dire, bon. Il y aura bientôt Gourgaud, parce qu'ils se détestent en plus entre eux. Gourgaud est insupportable. Oui, alors Gourgaud part il a martyrisé l'empereur, il n'y a pas d'autre terme. Part en 1818, même le médecin O'Meara, qui était un médecin très dévoué, il était irlandais, mais qui était très dévoué à Napoléon, s'en va, ça c'est les Anglais qui veulent qu'il s'en aille. Mais alors c'est O'Meara qui révèle, quand il revient en Europe, qui révèle que Napoléon est extrêmement malade. Alors, je voudrais qu'on dise 2 mots de cette maladie, André Castelot, parce que on a découvert, on en a parlé beaucoup, et en ce moment on en parle beaucoup à la suite d'analyses effectuées sur les cheveux de Napoléon, un Canadien, Ben Wider, affirme que Napoléon a été mort empoisonné à l'arsenic. Cher ami, l'arsenic, dans tout, souvenez-vous de l'affaire Lafargue, avec l'avocat de Madame Lafargue, disant au président du tribunal, mais monsieur le président, dans votre fauteuil, il y a de l'arsenic. Il y a de l'arsenic dans tout. Et le type a fait un sursaut, d'ailleurs, il a eu très peur. Mais c'est vrai, l'arsenic est une chose extraordinaire. On le trouve partout. Je pense que c'est pas pris devant moi actuellement qui nous sépare, cher ami. Il y a de l'arsenic dedans. Ouais. Par conséquent, il n'a pas été empoisonné par l'arsenic, certainement pas. Donc vous n'y croyez pas. Alors en tout cas, sa fin va être extrêmement pénible pendant longtemps. D'abord, il est de plus en plus négligé. Il a souffert. Il n'a plus qu'un madras sur la tête. Il ne sort plus. Il ne veut plus voir la lumière. Il ne voit plus le gouverneur Hudson Law. Mais ça, c'est peut-être pour son bien. Napoléon s'est arrangé pour être brouillé avec son geôlier. Et puis alors, quand le médecin O'Meara s'en va pendant près d'1 an, il sera sans soins médicaux. Et là, la fin va être assez épouvantable, André Castelot. Ça va être affreux, ça va être atroce, il a souffert beaucoup, et on ne savait pas comment l'apaiser d'ailleurs à l'époque. Alors il y a eu des hauts et des bas, il y a eu un moment, il y a eu un récit d'ailleurs, Ali était un des valets de pied, et Ali a raconté comment il s'était tout d'un coup passionné pour le jardinage, il s'est bien à planter lui-même des plantes. Napoléon. Et à ce moment-là, ça a paru tout de même beaucoup plus agréable. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Assez rapidement, la maladie est venue, il a souffert épouvantablement. Alors, il vomissait, c'était absolument abominable en permanence, il n'arrivait plus à se nourrir. On disait que c'était l'arsenic, c'est pas vrai du tout. L'autopsie l'a prouvé, il avait un cancer épouvantable qui a petit à petit tout grignoté. Et puis quelques jours avant sa mort, le 13 avril 1821, eh bien, il dicte son testament à Montelon. Ceci est mon testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Mon fils ne doit pas songer à venger ma mort, il doit en profiter. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout. Réunir l'Europe dans des liens fédératifs indissolubles. Alors c'était, André Castelot, simplement un extrait de ce très long testament. Il lègue des possessions imaginaires. En réalité, il a donné beaucoup d'argent qu'il n'avait déjà plus. Et il tissait sa légende. Oui, parce que pour lui, c'était capital, c'est d'être vraiment prisonnier de l'Angleterre, et il accentuait toutes les privations qu'il pouvait avoir. Il a accentué le climat pénible, il a accentué la solitude, il a tout accentué. Et il a mené sa barque dans la légende admirablement. Il parle de l'Europe fédérale. Est-ce que c'était son rêve? Alors ce serait un sacré précurseur de l'Europe dont on parle aujourd'hui.
Oui, mais enfin, c'était sous son autorité, hein. C'était une façon très particulière de concevoir l'unité européenne. C'est un dictateur, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup, mais c'est un dictateur, c'est certain. Oui. Alors, il meurt donc le 5 mai 1821, et là, il va être enterré à Sainte-Hélène, où son corps va rester pendant 19 ans, André Castelot. Oui, il aurait qu'il avait été question de le rapatrier rapidement, mais ça, les Anglais n'ont pas voulu, il était prisonnier, il fallait qu'il reste là. Et moi, j'ai vu donc cette tombe provisoire, ce qui est très spectaculaire, vous comprenez. On avait mis autour de la tombe une grille. Cette grille qui était venue d'Angleterre et qui devait encercler complètement la maison. Et elle n'a pas encerclé la maison, mais moi j'en ai un morceau chez moi d'ailleurs, parce qu'on en trouve partout. Et il passait sa main sur cette grille en disant ma cage, disait-il ma cage. Et en effet, c'est une cage, parce qu'elle est très belle comme grille. Mais alors on l'a donc pour sa tombe, et on a mis une tombe avec cette grille. Et il est resté pendant 19 ans enfermé dans cette grille. Jusqu'à ce que sous Louis-Philippe, en 1840, eh bien, le roi de France, ou le roi des Français, pardon, ramène le corps de Napoléon, qui, conformément à sa volonté, se trouve donc au bord de la Seine, aux Invalides. Pour Louis-Philippe, c'est important de rallier ensemble les opposants, car la légende napoléonienne était là extraordinaire, ça lui ramenait beaucoup de monde, et il n'était pas tellement content de faire ça, mais il a accepté, parce qu'il a vu l'enthousiasme en France. C'était fou, cette arrivée. Le retour des cendres, on l'a appelé ainsi. Le retour des cendres a été vraiment une épopée étonnante. Enfin, Paris a été un spectacle rédigé. C'est très laid. C'est très laid. Il faut bien dire que toute cette époque-là, c'était une époque de mauvais goût et que le char de Napoléon est abominable à regarder. Mais c'était du coup de l'époque et ça avait une gueule extraordinaire et on l'a mis donc aux Invalides. On a cherché l'endroit, finalement, et on a eu raison, car il faut dire que le tombeau de Napoléon aux Invalides, c'est ce que les étrangers viennent voir d'abord à Paris, et c'est une chose merveilleuse. Dites-moi, quand vous en parlez, quand vous évoquez l'accueil délirant que reçoit le corps de Napoléon en 1840, et quand on voit aujourd'hui le succès de tout ce qui peut être filmé ou écrit sur Napoléon, c'est assez étonnant quand même. Enfin, encore qu'il y a eu des périodes où on parlait moins de lui, où on avait presque un peu honte d'en parler, mais là, vraiment, le mythe de Napoléon, il est tenace. Mais quelle légende extraordinaire, un homme qui a eu toute l'Europe à ses pieds, qui est parvenu jusqu'à Moscou. Évidemment, le retour a été atroce. Enfin, la vie de Napoléon elle-même est le destin le plus étonnant de l'histoire et le plus prodigieux de l'histoire. Moi, j'ai eu la chance de circuler beaucoup. J'ai fait tous les champs de bataille napoléoniens. Il m'en manque un ou deux. Enfin, je les ai tous faits. C'est une épopée merveilleuse. Et qui n'aurait peut-être pas été la même sans Sainte-Hélène, justement. Exactement. Sainte-Hélène a été dans le couronnement de cette légende. Voilà, c'était André Castelot qui nous a quittés en juillet dernier et que l'on vient d'entendre dans cette rediffusion de 2000 ans d'histoire, une manière de rendre hommage à un homme grâce auquel beaucoup de Français ont découvert et aimé l'histoire à la radio, où il a participé pendant des années avec Alain Decaux, son complice, à la tribune de l'histoire de France Inter, à la télévision bien sûr, et aussi avec ses livres, dont l'un était justement consacré au drame de Sainte-Hélène et que l'on peut retrouver chez Perrin.